Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, une vidéo sans ma tronche, puisqu'on va parler de cartes, même de beaucoup de cartes, puisque c'est un nouveau deck tech qui était assez attendu, je pense, par une partie d'entre vous, du moins ceux qui étaient au courant que je comptais faire un deck tech sur une des légendaires de Kaldheim, c'est tout simplement Esika, déesse de l'arbre et le pont prismatique. On va en parler juste après la phase de pub. Et oui, parce que je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre la tour sur Facebook, Twitter et Instagram, notamment pour avoir les dernières nouvelles, savoir comment ça se passe, comment je vais, comment la tour va, quelles sont les dernières vidéos qui sont sorties. Et aussi, je tiens à vous le rappeler, nous avons une chaîne Twitch actuellement, sur laquelle on fait des lives, voilà, des lives de gameplay, des lives pour construire des decks, où on avait d'ailleurs construit la base, le prémisse du deck Esika tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà, il y a les SNC dessus, et il y a la toute nouvelle Taverne de la Tour qui est organisée tous les mardis en live, où on discute avec les différents invités, que ce soit des membres du staff ou d'autres, des différentes actualités de Magic, de la Tour, les questions qui sont posées, les sujets un petit peu de débat comme ça, et qu'on aime bien débattre avec vous également, en live directement. En parlant des lives, je dois également vous annoncer tout de suite que vous pouvez retrouver les replays des lives sur notre nouvelle chaîne secondaire. Oui, on a fait une chaîne secondaire pas pour l'argent, mais en fait pour mettre les replays dans un seul endroit et éviter de vous spammer ici sur la chaîne principale. Ça s'appelle les archives de la tour, donc le lien est dans la description et il est également sur l'accueil de la chaîne YouTube. Voilà, donc si vous le recherchez, là-bas vous retrouverez absolument tous les lives, alors pas tous les lives depuis le début, mais tous les lives récents jusque quand on continuera à le faire, voilà. Donc vous aurez tous les lives en replay disponibles 24 heures après leur première diffusion. Sinon, je vais encore une fois remercier ces personnes-là que vous connaissez bien, ce sont nos tipeurs, extrêmement nombreux, extrêmement généreux. Ils nous permettent d'investir énormément de temps et d'argent et d'énergie dans la tour, que ça soit sur le Discord avec tous les événements qu'on organise, vous le savez probablement, il paraît qu'il y a un événement qui commence ce lundi 15 mars, qui s'appelle le tournoi des 5 universités, et qui va nous prendre énormément de temps et d'énergie. Voilà, donc les lives, les vidéos, les tables de commandement, les différents projets qui sont encore à venir, qu'on espère pouvoir mettre en place rapidement, et bien tout ça, c'est soutenu grâce aux tipeurs, on ne peut que les remercier, merci à eux énormément, et si jamais vous souhaitez les rejoindre parce que vous voulez soutenir tous les projets qu'on fait, et tout ce qu'on réalise ici parce que ça vous plaît, écoutez, allez voir sur Tipeee, c'est dans la description de la vidéo, et je vous dirai merci à votre tour, la prochaine fois, voilà, quand ça sera arrivé. Sur ce, revenons à notre deck tech du jour. Aujourd'hui, on va parler de Esika, déesse de l'arbre, mais que j'ai très justement renommé Esika, déesse des combos. Oui, vous savez que j'aime bien les combos. C'est un deck tech aujourd'hui, je vais vous annoncer tout de suite, qui est quand même à assez haut niveau. On est sur un power level au niveau de l'échelle de la tour de commandement, on est à un niveau 8, donc c'est-à-dire le niveau juste avant le CEDH, le plus haut niveau possible en fait, sans rentrer dans le compétitif. Et malheureusement, Esika ne peut pas vraiment y rentrer, je vous l'annonce tout de suite, voilà, c'est un peu trop mou pour que ça fonctionne. Mais par contre, à niveau 8, elle a tout à fait sa place, et je vous avoue qu'elle fait des étincelles. Alors on va relire vite fait ce que fait Esika. Esika, déesse de l'arbre, une carte de Kaldheim, une créature légendaire dieu, 1/4 pour 3, donc 2 verts, qui a la vigilance, qui fait du mana en s'engageant de la couleur de notre choix, et les autres créatures légendaires que vous contrôlez ont la vigilance, et vous les engagez pour faire un mana de la couleur de votre choix. Voilà. Et il y a une autre face à Esika qu'on peut décider de le jouer à la place de sa face recto, donc la face verso c'est le pont prismatique, un enchantement légendaire qui coûte un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Au début de votre entretien, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature ou de Planeswalker. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, la plupart des gens se sont beaucoup intéressés à Esika, déjà parce que c'est un commandement 5 couleurs, et 5 couleurs, ça donne envie de faire n'importe quoi, généralement, et surtout parce qu'en fait, le pont prismatique est assez intéressant, on se dit, waouh, on peut cheater la prochaine carte de créature ou de Planeswalker de notre deck. C'est vraiment cool, ça coûte que 5 mana, et ça le fait systématiquement au début de notre entretien, pas besoin de payer du mana en plus, etc. Eh bien, je vais vous avouer que vous vous trompez de face, parce que la face la plus intéressante, c'est bel et bien la face Esika. Voilà, alors pourquoi? Je vais juste vite fait faire une explication pourquoi le pont prismatique a énormément de défauts. C'est une capacité qui se déclenche une seule fois par tour, c'est pas une capacité qu'on peut activer plusieurs fois si jamais on en a la possibilité, avec du mana par exemple, donc du coup, y a pas beaucoup de moyens d'avoir 2 phases d'entretien, il y en a quelques-uns qui existent, mais c'est quand même assez rare. De l'autre côté, c'est
c'est révéler les cartes dessus de la bibliothèque, donc on peut pas aller juste chercher une carte et la mettre en jeu. Voilà, donc du coup, à moins de pouvoir contrôler le dessus de la bibliothèque, ça va devenir compliqué de savoir qu'est-ce qui arrive, et étant donné que vous n'allez pas jouer que des grosses cartes, parce que sinon, bah, ça sert à rien, ça va être compliqué, c'est un petit peu aléatoire, voilà. De l'autre côté, on a le fait que ça coûte 1 de chaque couleur, donc du coup il faut un fixing de taré. Généralement, ça va être rare de pouvoir le jouer plus tôt que le tour 5, et encore, en ayant vraiment la base de mana parfaite pour le jouer. Hein. Et en plus derrière, eh ben, le problème c'est que le pont prismatique ne fait rien le tour où il arrive en jeu. On se retrouve avec un enchantement qui est là, qui dit « je vais peut-être pouvoir faire des gros trucs », et les 3 adversaires qui vont avoir le temps de se dire pendant un tour de table « est-ce que j'ai quelque chose pour le gérer ?» Voilà. Donc, le pont prismatique, trop dangereux, mais en même temps trop mou et trop aléatoire. Donc, compliqué, vraiment compliqué à monter. Esika déesse de l'arme, en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse énormément. Déjà parce que c'est un commandant 5 couleurs, mais en fait, qui ne demande que du vert pour être lancé, ça c'est cool. Ce qui est bien en plus parce que le vert étant la couleur du fixing en général et du ramp, c'est plutôt pas mal d'avoir un commandant qui est dans cette couleur-là, donc ça peut pas mal nous aider. En plus derrière, en parlant de fixing des couleurs, eh ben ça tombe bien, Esika permet de le faire, elle fait elle-même du mana, mais elle permet à nos autres créatures légendaires de donner du mana, mais surtout on retrouve une des capacités les plus fortes, un des mots-clés les plus forts du jeu, c'est la vigilance. La vigilance, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à la sous-estimer parce qu'ils se disent « ouais bon c'est sympa, je peux attaquer et bloquer ». Mais en fait dans un deck qu'on veut agressif, de manière générale, vigilance dit « ok, tu ne te mets pas à nu, tu ne te mets pas à poil », quand tu attaques les adversaires. Tu dis pas, hop, j'engage mes créatures, et donc, je ne peux plus bloquer. Voilà, ici, Esika, elle va permettre de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est d'utiliser par exemple les capacités qui sont déclenchées au moment de l'attaque, au moment où on inflige des blessures, etc., et grâce à la vigilance, en plus derrière, utiliser nos créatures pour faire du mana. Et du coup, on joue un deck qui contient énormément de légendaires, je dois vous l'annoncer tout de suite, il y a 40 créatures légendaires dans le deck, c'est gros, c'est vraiment énorme, déjà 40 créatures en général, donc 40 créatures légendaires dans le deck, on va en parler un peu plus en détail après, mais ça peut faire beaucoup de choses, et surtout, ça met en place des combos. Surtout en 5 couleurs, on a le choix. On va rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fait qu'on win dans ce deck? Il y a une carte, parmi toutes les cartes du deck, qui sort complètement du lot. Et je pense que là, il y a beaucoup de joueurs d'orques, donc les créatures qui font du mana, qui vont comprendre tout de suite le truc. C'est Intruder Alarm. Alors oui, je tiens à prévenir, la plupart des cartes ici seront en anglais, puisque actuellement on a perdu Magicville. Voilà, donc les cartes seront en anglais. Intruder Alarm, l'enchantement qui dit que les créatures ne se dégagent pas à l'étape de dégagement de leur contrôleur, mais elles se dégagent chaque fois qu'une créature arrive en jeu. Et on dégage toutes les créatures, pas seulement les nôtres, mais toutes celles qui sont sur le board. Et quand une créature arrive sur n'importe quel champ de bataille, elle va déclencher la capacité d'Intruder Alarm et dégager toutes les créatures. Alors, vous pouvez vous dire, ok, c'est quoi l'intérêt? On n'est pas sur une carte de stacks réellement, parce qu'il suffit de jouer une créature. Non, on n'est pas du tout sur une carte de stacks, on est sur une carte de combo. Puisque, on a des créatures légendaires dans le deck, on en a énormément, 40 sur les 42 créatures du deck, et on va faire en sorte que ces 40 créatures, elles s'engagent pour faire du mana avec Esika, on va jouer d'autres créatures, parce qu'on en a beaucoup, et derrière, qu'est-ce qu'elles vont nous faire, ces créatures? Elle va arriver en jeu, on va dégager toutes nos créatures, refaire du mana, etc. Et des fois, on aura peut-être même du mana en rab. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais il faut avoir des cartes en main. Oui, mais non. C'est là où interviennent les prochaines cartes dont je vais vous parler. On va abuser en fait du fait qu'une créature arrive sur le champ de bataille, et on va faire en sorte qu'elle arrive d'une autre façon que depuis la main, pour commencer. Les 3 premières cartes sont probablement les meilleurs exemples de ce qu'on peut faire avec Intruder Alarm. On a Cissé, capitaine de l'Aquilon, Captain Cissé, donc la première version, et Golos Tireless Pilgrim. Alors, je ne vais pas rappeler ce que font ces cartes-là, enfin, je les rappeler rapidement, mais les 2 Cissé vont nous permettre d'aller tuto des créatures, enfin des cartes légendaires. La première Cissé, la Cissé blanche, 5 couleurs en fait, va nous dire qu'on met ce permanent sur le champ de bataille. Ça nous coûte 5 mana. Donc, l'intérêt, c'est qu'on ait au moins 5 créatures qui peuvent s'engager pour faire du mana, et du coup, avec Cissé, hop, engager 5 créatures, faire un mana de chaque couleur, puisque Esika nous permet de faire n'importe quelle couleur avec les créatures légendaires, et derrière dire, ok, bah voilà, je vais chercher une créature légendaire dans mon deck, je la mets en jeu, alors oui, il y a une restriction, mais ça on va en parler un petit peu plus tard, hein, parce que les couleurs s'accumulent très vite, normalement, sur votre board. On va chercher la créature, elle arrive sur le champ de bataille directement,
Intruder Alarm va dégager nos créatures, on peut recommencer comme ça et aller tuto normalement tout notre deck dans la foulée. Voilà, on a la possibilité dans ce deck, avec 6C, avec Intruder Alarm et 5 créatures, dont Esika et 6C, de tuto notre deck. Alors vous allez me dire, ouais attends, t'exagères un petit peu. Non, c'est une win et vous avez même moyen de tuer sur le même tour. Voilà. Captain 6C c'est un petit peu différent parce que du coup là il n'y a pas de restriction comme sur 6C Capitaine de l'Aquilon, mais elle arrive en main, donc du coup derrière il va falloir payer le mana, donc du coup pour la caster. Ce qui est cool c'est qu'en fait on peut aller chercher nos créatures qui sont les moins chères, et par exemple qui coûtent 1 ou 2 mana, oui il y en a dans le deck, on va en parler un peu plus tard, et faire en sorte que si c'est va nous les chercher, on fait par exemple 3-4 mana, et on n'en utilise que 1 sur les 3 ou 4 mana produits, et on garde le reste en fait, en dégageant nos créatures avec Intruder Alarm, etc. Et donc du coup à chaque fois on va dégager 6C, Captain 6C, et faire en sorte d'aller rechercher une carte légendaire, on accumule un peu de mana en rab, au cas où on en aurait besoin pour des créatures plus fortes, et de la même façon, on peut aussi tuto tout notre deck avec Captain 6C. Voilà, et surtout jouer tout notre deck. Golos Tireless Pilgrim, alors lui il est un petit peu plus hardcore, parce qu'il nous faut 7 mana au total, mais en fait l'avantage c'est que comme il va nous permettre d'exiler 3 cartes, et de pouvoir les jouer gratuitement, ça veut dire que si on touche 2 créatures, en fait on va avoir 2 fois la capacité de déclencher de Intruder Alarm. Donc on joue la première créature, hop, on dégage nos créatures, on les rengage pour faire du mana, on joue la deuxième gratuitement, hop, on les dégage à nouveau, et on peut les rengager, et du coup faire beaucoup de mana. Donc on pourra activer plusieurs fois la capacité de Golos, et peut-être lancer toutes les cartes de notre deck gratuitement, enfin gratuitement en payant cette mana bien sûr, mais voilà, on a moyen de filtrer tout le deck. Et généralement, si on arrive à jouer tout le deck, on a gagné la partie. Alors, il y a également une autre solution quand on peut pas aller tuto comme ça, ou jouer des cartes gratuitement depuis le dessus de la bibliothèque. On va jouer des cartes qui nous font piocher, notamment quand on joue des cartes de créatures, ou des cartes légendaires. Pour ça, il y a évidemment 3 cartes dont je vais parler: Chulane, Teller of Tales, Reiki, l'histoire de Kamigawa, et Joyra, Capitaine de l'Aquilon. Alors, vous les connaissez probablement pour tous les gens qui aiment bien jouer Value, et pour ceux qui aiment bien jouer légendaire aussi, notamment pour Reiki, j'imagine que vous les connaissez. Chulane, il a cet avantage-là, en fait, surtout de permettre de piocher, mais également de poser un terrain en plus. Donc on a potentiellement un moyen de rajouter du mana supplémentaire, alors qu'on en fait déjà beaucoup avec Esika et avec nos créatures légendaires. Et aussi, autre intérêt, il s'engage pour renvoyer une créature dans notre main. En payant du mana, certes, mais si jamais on a beaucoup de créatures et que malheureusement on n'a plus rien à faire parce qu'on n'a pas notre combo pour aller tuto telle ou telle carte, en fait avec Chulane et Intruder Alarm, on peut s'amuser à juste envoyer une créature qui coûte 1, encore une fois, et juste la rejouer derrière en dégageant nos créatures, les rengageant pour faire du mana, rengager Chulane, renvoyer dans la main, etc. Et du coup on pioche, on peut poser des terrains, donc du coup on a du mana supplémentaire qui vient des terrains et qui vient des créatures qu'on a sur le champ de bataille, et globalement on peut faire pas mal de choses avec ça. Reiki et Joyra fonctionnent de la même façon, même si c'est pas exactement le même wording, mais à chaque fois qu'on va lancer un sort légendaire, on va pouvoir piocher une carte. Ce qui est largement suffisant dans ce deck parce que, on a 40% du deck qui est composé de créatures légendaires. À partir de ce moment-là, on a quand même un grand pourcentage de chances de tomber dessus à un moment ou à un autre. Alors évidemment, on a tout à fait moyen de tomber à côté, mais le mieux ça reste quand même quand on a les deux en même temps sur le champ de bataille, Reiki et Joyra. Là, j'avoue que c'est assez fun, 2 cartes à la fois pour chaque créature légendaire jouée, ça fonctionne plutôt pas mal. Et enfin, la carte qui fait win généralement dans le deck, ça n'est pas la seule, elle a besoin d'autres cartes dont on parlera plus tard, c'est Gisela, la lame d'Ornuit. Alors vous allez me dire, attends, tu te fiches de moi, tu parles de Gisela. Oui, parce qu'en fait, si vous avez moyen d'avoir toutes vos créatures sur le champ de bataille, et qu'elles aient éventuellement de l'évasion, mais ça on va en parler un petit peu plus tard aussi, et faire en sorte que toutes les blessures que vous infligez à vos adversaires soient doublées, c'est largement suffisant en fait pour tuer tous les adversaires en même temps. Donc voilà, toutes mes créatures sur le champ de bataille, dont Gisela, elles ont toute la célérité, on leur donne tout le vol, je vais expliquer comment après, vous inquiétez pas, et faire en sorte d'attaquer en masse avec ça. C'est largement suffisant parce que nos créatures légendaires ne seront pas forcément énormes, j'ai pas mis de grosses créatures, voilà, il faut le dire tout de suite, à part Gisela, évidemment, mais voilà, elle est vraiment là pour ça en fait, elle est là pour nous permettre de sécuriser le kill et surtout aussi protéger nos permanents éventuellement. Alors on va parler un petit peu des différentes catégories, je vais m'attarder beaucoup sur les cartes légendaires et non pas sur le reste, les cartes un peu plus classiques, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure. On va commencer avec la catégorie synergie légendaire. Alors, il y en a 3, voilà, s'il n'y a pas des masses, il y a Rav Kapashen, Sakashima aux 1000 visages et le podium des héros. Alors Rav Kapashen, pourquoi ?
Bah parce que le flash à vos créatures légendaires, ça permet de faire des combos plus facilement, notamment bah, si vous avez besoin d'avoir 6C sur le champ de bataille, bah, plutôt que enfin la première ou la deuxième, hein, peu importe, vous allez pouvoir juste la jouer bah, en flash avant votre tour, et dire bah ok comme ça j'ai mis en place ma combo, et j'ai sécurisé un petit peu pour éviter que mes adversaires aient trop de réponses. Sakashima, il y a une interaction assez drôle avec Sakashima dans le deck, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais globalement l'intérêt c'est que vous puissiez utiliser Sakashima comme un copieur, bien évidemment, et qui va copier une créature légendaire qui a un effet très intéressant pour votre jeu. À partir de là, bah, je veux dire, par exemple, si vous avez une deuxième Gisela, ça paraît plutôt pas mal, voilà. Donc, le fait d'avoir cette règle des légendes qui est aussi enlevée des permanents que vous contrôlez, ça va être intéressant dans une autre situation, mais on en parlera un petit peu à la toute fin. Voilà. Le podium des héros, il est cool parce que c'est encore cet effet de blason, alors uniquement pour vos légendaires. Vu le nombre de légendaires qui sont joués, ça peut être un kill. Voilà, vraiment, à lui tout seul, vous aurez peut-être même pas besoin de Gisela. Dans le meilleur des cas, voilà, Heroes Podium va faire le boulot. Mais j'aime bien aussi le fait qu'il filtre le dessus de la bibliothèque pour aller chercher une créature légendaire. Donc voilà, si vous avez du mana en trop, ce qui peut être le cas dans certaines situations avec le deck Esika, parce qu'on fait du mana très rapidement, eh bien, le podium des héros sera là pour ça, filtrer le dessus de la bibliothèque et récupérer des bonnes créatures. Alors la prochaine catégorie s'appelle Attaque. Mais c'est pas totalement vrai. En fait, on est plutôt sur un lot de dorks, donc de futurs dorks grâce à Esika, qui sont très intéressants, et surtout qui ont eux-mêmes des combos et des synergies assez stupides avec le commandant, et avec Intruder Alarm. Alors, on va commencer avec les moins chers, hein, on va faire dans l'ordre de progression des coups convertis de mana. Bien sûr, je vais vous préciser tout de suite que le coup converti de mana moyen du deck est de 3,03, ce qui est quand même très bas, on va l'avouer tout de suite. Et on va commencer avec les 3 premiers candidats. Rograk, l'espoir de Guerra pure, Norin, le circonspect. Alors, ok, Rograk devient un Mox. Voilà, donc il coûte 0, et si on a Esika sur le champ de bataille, ça devient pour 0 un Birds of Paradise, un oiseau de paradis. Pour 0, c'est pas cher, hein. Voilà, c'est vraiment pas cher. Il a cet avantage aussi d'avoir 3 mots-clés qui sont très importants, et qui pourront nous aider au moment où on devra faire une attaque finale. L'espoir de Guirapour, beaucoup d'intérêt aussi, de l'évasion déjà de base si on veut attaquer avec lui, surtout une bonne capacité, et c'est une 1-1 pour 1, donc du coup, le genre de truc, enfin, en plus 1 de n'importe quelle couleur, donc c'est vraiment intéressant, on n'a pas trop à s'inquiéter de la couleur avec lui. Norin le circonspect, lui, il est extrêmement drôle en fait avec Intruder Alarm, puisque il a tendance à s'exiler du champ de bataille pour tout et n'importe quoi, quand on lance des sorts ou quand une créature attaque, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour faire du mana avant, jouer un sort, du coup il s'exile, il revient sur le champ de bataille, et au moment où il revient sur le champ de bataille, bah, s'il y a une Intruder Alarm, il dégage toutes nos créatures. Au début, à la fin de chaque tour, je vais dégager mes créatures, c'est vraiment cool. Les 3 suivants sont vraiment de la même lignée, on a Ovia Pachiri, Rhys l'Affranchi et Emara, âme de l'accord. Alors, Ovia Pachiri et Rhys sont là pour la même raison. Pour 3, en s'engageant, ils font un jeton. Avec Intruder Alarm, c'est très fort, parce que du coup, vous n'avez besoin que de 3 autres créatures, et l'un d'entre eux, pour faire jeton infini. Ce qui est pas négligeable, on va le dire, surtout si jamais vous avez plus de 3 autres créatures en dehors de Ovia, et bien en fait vous pouvez faire mana infini. Voilà, et des couleurs de votre choix. Ce qui peut être très intéressant. Donc oui, ce sont 2 très bonnes cartes. Emara, c'est encore plus vicieux en fait, parce que Emara plus Intruder Alarm, avec évidemment notre commandant Esika, ça fait mana infini et jeton infini à elle toute seule, parce que évidemment Emara vous l'engagez pour faire un mana grâce à Esika, elle crée un jeton au moment où elle devient engagée, du coup Intruder Alarm va se déclencher, dégager Emara, et donc en fait vous avez fait un mana, vous avez fait un jeton, et ça vous a rien coûté. Vous avez juste eu à engager Emara grâce à la capacité d'Esika. Donc du coup on part en mode, ok, j'ai un nombre infini de jetons, qui en plus sont des 1-1 avec le lien de vie, donc pour bloquer c'est pas mal non plus, et pour attaquer c'est plutôt génial. Donc oui, vraiment c'est au top, et ça fonctionne tout seul quoi, vraiment génial. Des autres créatures à 2, on a Galia, ou Galéa en français, Jolrael de M21, et Rada, héritière de Keld, donc celle de Time Spiral, et non pas les dernières qu'on a eues récemment. Alors, Galéa, que dire dessus? Bon, déjà c'est une 2-2 célérité pour 2, donc ça veut dire que c'est un Manador qui peut arriver après que Esika soit arrivé sur le champ de bataille pour faire en sorte d'avoir un dork supplémentaire, donc du coup elle va rembourser son coup. Alors l'autre côté, évidemment, il n'y a pas d'autre satire dans le deck, ça je vous l'annonce tout de suite, c'est pas le cas, mais on a quand même un intérêt avec sa dernière capacité, parce que
on a quand même pas mal de créatures dans le deck, et des créatures qui sont assez peu chères. L'avantage ici, c'est qu'on peut faire en sorte d'attaquer avec ces créatures si jamais on a une main qui ne nous correspond pas. On n'a pas ce qu'il faut, bah voilà, on attaque avec 3 créatures, elles ont la vigilance, donc du coup elles pourront faire du mana. On va défausser une carte pour en piocher 2. La value, elle est là. Donc, c'est très intéressant. En parlant de pioche, évidemment, je le réel, bah, elle est là pour nous faire des chats en plus quand on pioche une deuxième carte à chaque tour, ce qui peut du coup déclencher à nouveau une intruder alarme, etc. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans certains cas, on peut piocher énormément de cartes avec le deck, et du coup, la dernière capacité de Jolrael, elle est vraiment très utile, parce que la plupart de nos créatures ne sont pas forcément énormes. Je vous avais présenté Gisela tout à l'heure, mais c'est quand même la plus grosse du deck, hein, en 5-5, rendez-vous compte. Donc, faire en sorte que, d'un seul coup, la force et l'endurance de base de toutes nos créatures devient équivalent au nombre de cartes dans la main, c'est suffisamment intéressant, voilà. Et en plus, ça peut être utilisé comme tricks de combat, puisque nos créatures, on peut les faire attaquer, et elles ont la vigilance, et derrière, au moment des blocs, bah, ils déclarent les bloqueurs, on engage nos créatures pour activer la capacité de Jolrael, et voilà, on a notre tricks de combat. Radha, elle est là pour une raison toute simple, elle coûte 2, elle est en rouge et en vert qui sont les deux couleurs dominantes du deck, et derrière, elle peut faire un mana vert. Donc du coup, si jamais vous avez un petit problème avec vos sources de vert, notamment les terrains, pour jouer Esika, Radha peut être là pour fournir un petit peu plus de mana. Aussi, si jamais vous avez des tricks de combat comme Jolrael, elle fait du mana rouge quand elle attaque, alors qu'il... Voilà, c'est au moment où elle attaque. Voilà, ce sera pas après, vous n'allez pas le garder malheureusement, mais bon, c'est toujours intéressant. Alors là, vous allez voir le gap un petit peu, il y a un moment où on n'a plus... Enfin, on n'a pas de créature à 3 en fait, en dehors de Esika, parce qu'on a vraiment envie que ce soit Esika qui soit joué au tour 3, et on le voit ici, on a Shanna, héritière de Cissé, le grand Warlord Radha, et Audric, maréchal Lunark. Alors, Shanna, elle est là pour une raison, c'est une grosse créature, elle est en blanc et en vert, elle coûte seulement 2, et surtout, elle peut pas être la cible de capacité adverse qui est suffisamment intéressant pour la mettre dans ce pack. Et elle comporte une des couleurs principales, le vert, et elle comporte une des couleurs secondaires, le blanc, qui est une des couleurs secondaires avec le rouge. Voilà. Donc c'est suffisamment intéressant, et surtout, elle a un gros body potentiel qui peut être très utile avec une autre carte dont on parlera à la fin de la vidéo. Grand Warlord Radha, alors là, c'est peut-être le MVP du deck. Alors, vous allez me dire, attends, mais on parle de grosses cartes depuis tout à l'heure, de cartes intéressantes, et c'est elle qui ressort. En fait, oui et non. Je vais vous expliquer assez rapidement. C'est simple, on se retrouve dans une situation où on a une créature légendaire à 1 ou 2 qui était déjà sur le champ de bataille, Esika, et on arrive au tour 4. On pose notre 4ème terrain. On joue Grand Warlord Radha pour ses 4 manas, avec les 4 terrains. On a du coup 3 créatures qui peuvent attaquer, puisque Radha a la célérité, gros avantage pour elle, et donc on dit on va attaquer le joueur qui n'a pas de défense. Généralement au tour 4 ça tendance à arriver quand même, qu'il y a un joueur qui n'a pas beaucoup de défense, et en plus nos créatures sont quand même généralement assez imposantes. Donc on attaque avec les 3 créatures, on va faire 3 manas rouge et ou vert, donc la combinaison de votre choix, et en plus derrière vous pouvez encore engager les 3 créatures avec lesquelles vous venez d'attaquer, pour faire encore 3 manas supplémentaires. Donc ça veut dire qu'au tour 4, avec cette configuration là, qui est très simple, très basique, on peut se retrouver avec 10 manas générés sur le tour. 4 manas avec les terrains pour lancer Radha, et ensuite 6 manas avec la capacité de Radha et la capacité d'Esika. 6 manas, c'est énorme, on peut jouer 2 autres créatures supplémentaires, on peut jouer une grosse créature qui va être très importante pour la suite de la game, donc voilà, vraiment, il y a de belles choses à faire avec tout ce mana. Audric, maréchal Lunark, alors lui, il est là pour une bonne raison, c'est la façon dont on va win, en fait. Alors, on a parlé de Gisela tout à l'heure, qui est un moyen, en fait, de vraiment accentuer le fait qu'on est dominant dans la game, mais ici, Audric, en fait, va nous donner un élément clé, l'évasion en plus. Alors, évidemment, tout le monde a la vigilance, donc on s'en fout, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le vol. Si Gisela, en plus, il y a l'initiative, ce qui est très intéressant, et on a moyen dans le deck d'avoir, alors je vais lui donner un petit peu en vrac, célérité, mais généralement les créatures donnent la célérité à tout le monde, le lien de vie, le contact mortel, le piétinement, donc vraiment, et la double initiative, pardon, j'ai failli oublier, et la double initiative, donc vraiment, on est sur quelque chose, déjà, contact mortel, double initiative, wouh, et piétinement, wouh, voilà, c'est vraiment le bordel, donc autant vous dire que Audric est vraiment très bon dans ce deck, on n'a pas forcément énormément de mots-clés, mais on en a suffisamment qui sont intéressants, et qui sont, en fait, des kills, voilà. Parlons justement de quelques autres créatures légendaires qui sont très intéressantes. La bête de quête, Traxos,
et Arvad le maudit. Alors la bête de quête, c'est elle qui donne le contact mortel, voilà, vous l'avez repéré. Elle a déjà la vigilance elle-même, alors pourquoi bête de quête? Vous allez me dire, attends, c'est pas non plus le MVP du deck, lui aussi. Non, mais l'avantage, en fait, ce sont toutes les capacités qu'il comporte. C'est-à-dire, la bête de quête, elle a cette capacité de ne pas pouvoir être bloquée par les petites merdes qui peuvent traîner sur le champ de bataille. Elle empêche la prévention des blessures, ce qui est très important pour éviter de se faire bousiller la game par « Ah bah tiens, j'avais un fog », voilà. J'avais une grenouille à sport, j'avais une brume persistante, voilà. Des trucs qu'on retrouve en commandeur, pas forcément dans tous les decks, mais qui peuvent être présents. Et surtout, ça peut aussi être un anti-planeswalker, juste parce qu'il y a cette capacité de pouvoir remettre autant de blessures que celle infligée au contrôleur du planeswalker. C'est très intéressant. Traxos, il est là parce que lui, il se dégage d'une manière ou d'une autre, sans intruder alarme, juste, en fait, en lançant un sort historique, donc du coup, les créatures légendaires, ça fonctionne. Donc vous allez lancer des sorts de créatures légendaires, vous allez dégager Traxos, qui peut faire du mana, donc ça fonctionne bien, voilà. Arvad le maudit, alors lui, c'est un peu la carte, j'aime bien, parce qu'à chaque fois que je la joue, dans ce deck, c'est un peu la carte où les gens se disent « Ouais, c'est sympa et tout, mais c'est peut-être un peu hors sujet quand même, où est-ce qu'elle est la combo avec Arvad ?» Eh ben, messieurs, dames, j'ai juste une chose à vous dire, ça fonctionne très très bien avec Cissé, Capitaine de l'Aquilon. Parce que Cissé, Capitaine de l'Aquilon, va chercher un permanent légendaire qui coûte moins que sa force et son endurance. Voilà. Mais du coup, Cissé a également un bonus sur elle. Elle gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi les autres permanents que vous contrôlez sur le champ de bataille. Donc, ça veut dire que c'est une 2/2 de base, mais si on lance Arvad à côté, Arvad donne le blanc et le noir. Bon, globalement, on va avoir Estika à côté, donc du coup, on a une 3ème couleur. Donc du coup, il y a déjà un +3/+3 grâce à sa capacité, et au fait qu'on a notre commandant en jeu. Et derrière, Arvad donne encore un +2/+2. Donc ça veut dire qu'actuellement, à ce moment-là, Cissé, elle a 7 de force et d'endurance. Grâce à Arvad. Arvad lui donne +4, déjà. Ce qui est énorme, parce qu'avec 7 de force et d'endurance, on peut déjà les tuto de beaucoup de choses, et surtout derrière, éventuellement tuto une carte avec une couleur de plus, et faire en sorte que Cissé puisse aller nous tuto Gisela en plus derrière. Donc Arvad, c'est vraiment la petite perle cachée du deck, puisqu'on peut faire en sorte de win avec, et surtout il renforce aussi nos autres créatures légendaires. Les 3 dernières cartes, elles sont extrêmement importantes dans ce deck. On a Samut, alors la version non Planeswalker bien évidemment, Surak Griffdragon, et Urabrask. Oui, il y a un Praetor dans le deck, c'est le seul. J'ai mis le Praetor qui est l'un des moins joués, mais qui est l'un des plus puissants dans ce deck. Alors, Samut et Urabrask sont là pour les mêmes raisons, vos créatures ont la célérité. Dire tous mes dorks qui font du mana sont des dorks qui ont la célérité, c'est puissant, c'est vraiment très puissant. L'avantage que Samut a derrière en plus, c'est le fait qu'elle a la double initiative, et que en plus, elle peut être jouée en flash. Donc voilà, pas besoin de Ravka Pachen, ici Samut fait le boulot aussi en flash. Super. Urabrask, lui, l'autre intérêt, c'est le fait que les créatures adverses arrivent sur champ de bataille engagées, ce qui fait moins de bloqueurs pour un kill final. Donc deux très bonnes cartes très intéressantes pour les mêmes raisons. Surak Griffdragon, c'est le protecteur du deck. Encore une fois, le flash, super, génial, magnifique, ne peut pas être contrecarré, et les autres créatures que vous lancez ne peuvent pas être contrecarrées. Et le piétinement, ça commence à faire beaucoup de choses en même temps. Donc, il a vraiment un avantage de pouvoir protéger les sorts qu'on va lancer, mais en plus de faire en sorte de donner un côté agressif en bonus. Donc, Surak, Samut, Urabrask, 3 excellentes cartes dans ce deck, et ce sont en fait les créatures les plus chères en dehors de Gisela. En pioche et tuto, alors je vais vous passer tous les pioches et les tutos classiques. Là je vous invite à aller voir la decklist qui est dans la description. Attendez la fin de la vidéo avant d'aller jeter un coup d'œil, mais vous retrouverez des trucs très classiques que vous avez l'habitude de voir comme d'habitude dans les decks en commandeur quand vous êtes un petit peu plus haut niveau. Voilà, donc rien d'inquiétant, rien d'exceptionnel. On va s'intéresser à quelques petites particularités du deck. On va s'intéresser à Final of Devastation, le Kamal's Druidic Vow, le vœu druidique de Kamal, et Nyambi de M21. Alors, Final of Devastation, vous vous doutez bien que c'est là parce que on fait énormément de mana, on peut avoir certaines combos, certaines synergies, où en gros on se retrouve avec énormément de mana qui est généré en trop, notamment avec la synergie Intruder Alarm et d'autres cartes dont on a parlé plus tôt. Donc, vous le savez, on a moyen vraiment de cumuler énormément de mana. Et si d'un seul coup, je sais pas, j'ai 10-15 mana en plus, faire un X égale 15 par exemple,
c'est largement suffisant. On va tuto une créature, peut-être Gisela, hein, directement, et dire ok, bah toutes mes créatures ont la célérité, et boum, j'attaque avec Fin Love Devastation, et ça donne un +15/+15, t'es là, ok d'accord, ouais bon, ça fait mal. Et en plus, c'est aussi une récursion, parce que ça va chercher dans le cimetière, au cas où on aurait une de nos meilleures créatures qui serait partie. Kamal's Druidic Vow, ben, je vous l'ai dit, hein, on a 40 créatures légendaires dans le deck, on a également 36 terrains, ça veut dire que 76% du deck peut être mis sur le champ de bataille grâce au vœu druidique de Kamal. Malheureusement, il y a une carte qui en fait pas partie, et ben c'est justement Intruder Alarm. Donc le mieux c'est quand même de l'avoir en main au moment où vous allez lancer le vœu druidique de Kamal, ou alors de le lancer avec un petit coup pour éviter d'aller fouiller trop loin, etc. Donc vraiment très intéressant ce vœu druidique. Nyambi, elle est là, alors c'est pas forcément ma créature légendaire préférée, mais ça reste quand même une bonne carte, il faut l'avouer, parce qu'elle a le flash, elle peut protéger notre commandant, ou une autre pièce importante parmi nos créatures, donc c'est très intéressant. Et surtout derrière, si jamais on a des créatures légendaires qui ne nous intéressent pas, eh ben on peut simplement les recycler grâce à sa capacité. C'est pas forcément ce que je conseillerais de faire la plupart du temps, parce que ça coûte pas mal de mana, et ça coûte une carte quand même, donc voilà, mais ça reste une option possible, et ça reste une protection. Les trois suivantes, vous attendez un petit peu plus à les voir, j'imagine. Il y a Sterling Grove, Thrasios et Kolvori. Alors, Sterling Grove, il est là pour deux raisons. Il peut protéger Intruder Alarm, puisqu'il donne le linceul à tous nos enchantements, ou bien il peut aller le tuto grâce à sa capacité et en se sacrifiant. Alors, je vous avoue que la protection, elle est vraiment là pour juste Intruder Alarm et un autre enchantement qui est dans le deck, puisqu'il y en a 3 en fait au total. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Thrasios, ben évidemment, on fait beaucoup de mana. Si jamais on a du mana en rab, en fait, il a cet intérêt-là de pouvoir être un bon mana sink et faire en sorte, ben pourquoi pas, ah bah tiens, un petit terrain en plus. Ah bah tiens, non, c'est pas un terrain, ah bah je le mets dans ma main, voilà. Y a pas de problème. On pioche des cartes en plus et c'est pas un souci. Et il a évidemment ce gros intérêt, c'est que il a du mana vert dans son coup et il ne coûte que 2. Donc, c'est aussi un très bon drop 2 pour que Essikal transforme ensuite en Dork au tour 3. Kolvori, alors nous on va s'intéresser uniquement à la phase recto, parce que la phase verso, ben on va peu l'utiliser, je vous avoue. Kolvori, l'intérêt ici, c'est justement sa capacité activée. Alors oui, ça devient une grosse créature, d'accord, ok, si vous voulez. Mais la capacité activée nous permet quand même de filtrer les 6 cartes de la bibliothèque pour révéler une créature légendaire et la mettre dans votre main. C'est largement suffisant, c'est super intéressant, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure avec d'autres cartes, mais c'est suffisamment intéressant en fait pour être joué ici. Et enfin, les deux dernières cartes de tuto ou de draw, bah ici c'est plutôt des cartes de tuto, hein, on va l'avouer. Yazur, l'enchanteur, et CDC, Vizir, mort-vivante. Je vous avoue que, ouais, là on est sur du très lourd. Alors Zur, il est là pour une raison, parce que vous vous rendez compte quand même que c'est les 3 couleurs les moins jouées du deck, hein, blanc, bleu, noir, rendez-vous compte. Mais il peut aller nous chercher un enchantement qui coûte 3 ou moins quand il attaque. Alors, du coup je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'enchantements dans le deck, il y en a 3, et il y en a 2 sur les 3 qui peut les tuto, il peut aller chercher Sterling Grove, ou bien Intruder Alarm. Donc là, bien sûr, l'idée c'est de faire en sorte d'aller chercher Intruder Alarm pour derrière faire les synergies, faire les combos et gagner la game. Voilà, Zur n'est là que pour ça. Et puis il donne le vol aussi sur Roderick. CDC morte vivante, on est sur un tuto sur patte qui est légendaire. On est vraiment dans la stratégie même du deck. On a une créature légendaire, et on va nous tuto une carte. Elle peut s'exploiter elle-même, voilà, que je reprécise, hein, l'exploitation, elle peut, au moment où elle arrive sur le champ de bataille, se sacrifier pour déclencher sa capacité au moment où elle exploite une créature, et donc elle nous tuto une carte et la mettre directement en main. Pour 5 mana, c'est très bon, et c'est largement suffisant. J'ai déjà eu plusieurs fois, en fait, où je partais en combo avec, par exemple, 6C plus Intruder Alarm, peu importe laquelle des 6C, et juste, la première carte que j'allais tuto, c'était CDC, pour pouvoir les tuto derrière, par exemple, une protection de Teferi, un truc qui rend toutes mes créatures indestructibles ou toutes mes permanents indestructibles, un contre-sort, gratuit, pourquoi pas. Vraiment, tout ce qui peut empêcher de se faire gérer par une gestion, parce que des fois, les gens, ils laissent juste la première capacité se résoudre. On continue avec la gestion et la protection, toujours une partie très importante des decks. Alors, je vais passer sur toutes les cartes classiques de contrecarre, etc., et de protection vraiment classique. Encore une fois, elles sont dans la decklist, il n'y a rien de transcendant, enfin, c'est des grosses cartes, mais il n'y a rien de transcendant quand même. Et on va aborder les cartes un peu plus intéressantes et un peu plus uniques.
On a Saphir X-Daughter, Feldon et Kétis, la main cachée. Alors, Saphir X-Daughter, c'est une très bonne carte, encore une fois, c'est une créature légendaire qui ne coûte que 2 et qui a du vert dans son cou, donc c'est parfait. Et en plus derrière, elle permet de récupérer des créatures, voilà, qui vont être mises au cimetière, donc très intéressant aussi. Derrière, Feldon, alors lui il est un peu particulier, je vous avoue Feldon. Vous vous souvenez de Sakashima dont je parlais tout à l'heure? En fait, la synergie elle est avec Feldon. Parce que si jamais on a une Intruder Alarm et Feldon, et qu'on a des créatures légendaires au cimetière d'une manière ou d'une autre, Nyambi par exemple, ou une Vras qui est passée par là, eh ben on peut faire en sorte avec Feldon, Sakashima, Esika et une autre créature légendaire, on engage les 3 créatures légendaires pour faire du mana pour activer la capacité de Feldon, on crée une copie de la créature ciblée au cimetière, voilà, donc c'est une créature légendaire, ça tombe bien, voilà, c'est une Gisela, pourquoi pas. Donc on fait une Gisela, qui arrive sur le champ de bataille, du coup Intruder Alarm qui va dégager nos créatures, et nous permettre en fait de refaire comme ça. Alors, si vous n'avez pas Sakashima, vous pouvez faire du mana avec la créature qui vient d'arriver, puisqu'elle a la célérité, et donc du coup vous pouvez juste faire mana infini, et juste ranimer la créature en boucle, enfin plutôt faire des copies en boucle, en sacrifiant la précédente copie, etc. Et pourquoi pas déclencher les capacités d'arrivée en jeu, hein, pour ceux qui en ont. Vraiment très intéressant, et j'ai pas eu l'occasion malheureusement de retrouver avec Feldon sur le champ de bataille, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une carte qui est plutôt en fait une carte de fin de game, vous n'avez pas envie de l'avoir dans la main de départ. Vous allez attendre de pouvoir la piocher un moment ou de pouvoir aller la tuto pour répondre à une situation qui est un petit peu compliquée. C'est un peu la réanimation, enfin la simili-réanimation du deck, et c'est largement suffisant. Kétis, lui, il est plus sur la réanimation normale. Alors j'aurais pu le mettre dans la partie rampe puisqu'il réduit le coût des légendaires de 1, mais il faut avouer en fait qu'on a des coups qui sont très colorés, hein, on va quand même être honnête là-dessus. Donc la réduction, elle va compter pour quelques créatures, notamment les plus grosses, mais bon, c'est pas forcément elles qui vont nous déranger. L'autre côté intéressant, c'est évidemment le côté réanimator. On exile 2 cartes légendaires du cimetière pour pouvoir relancer toutes les cartes légendaires du cimetière ce tour-ci. Oui, ça a l'air quand même pas mal. Mais encore une fois, c'est une capacité qui est là plus pour le moment où la game n'est plus en votre faveur, et au moment où vous avez éventuellement perdu tout votre board. D'autres cartes très intéressantes dans ce deck, on a Akroma's Will, la volonté d'Akroma, Shalai, et Urza's Ruinous Blast, la salve dévastatrice d'Urza. Alors, là il y a un peu de tout, hein. La volonté d'Akroma, je pense que on a établi quand même que c'était l'une des meilleures volontés de Commander Legends, dans un deck agressif, dans un deck où on veut se protéger, dans un deck où on veut aller bourrer. Je veux dire, ici, on a besoin de protéger notre plan, mais on peut aussi passer en mode offensif. Donc, vous le savez, voilà, vous avez vu un peu le plan du jeu, comment est-ce qu'il s'établit. Voilà, volonté d'Akroma, c'est une carte qui est très bien dans ce deck. Elle va vraiment dans la direction qu'on souhaite. On a à la fois la protection, on a à la fois l'agression, et du coup, avec notre commandant, on pourra faire les deux en même temps, ce qui est très intéressant. Shalai, ici, encore une fois de la bonne protection. Ah bah tiens, la défense talismanique à tous mes autres permanents, c'est cool. Et si je mettais un Sakashima qui copie Shalai? Ça a l'air un peu con. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant ici, c'est que Shalai a un bon mana sync sur elle, qui met des marqueurs sur chaque créature que vous contrôlez. Donc, on augmente, dans les situations où on nous ferait beaucoup de mana, on augmente le potentiel agressif de toutes nos créatures sur le champ de bataille. Ce qui est très intéressant parce qu'il y en a certaines qui n'en ont pas. La salve dévastatrice d'Urza, eh bien, si vous ne la connaissez pas, c'est l'un des sorts légendaires de Dominaria. Il nécessite que vous ayez une créature légendaire ou un Planeswalker sous votre contrôle pour le lancer, et vous exilez tous les permanents non légendaires. Alors évidemment, si vous avez Intruder Alarm sur le champ de bataille, ça n'est pas la solution. Ça c'est vraiment pour les cas désespérés. Urza's Ruinous Blast peut juste gérer tout le board. Sauf le vôtre, puisque vous avez énormément de cartes du deck qui sont des cartes légendaires. Et enfin, une dernière carte pour la gestion et la protection, mais ici c'est plutôt de la réanimation, je devrais dire, c'est Primevail's Glorious Rebirth, alors la renaissance des Archéens, voilà, il me semble. Renaissance glorieuse des Archéens, quelque chose comme ça, qui est en fait un rituel légendaire pour 7 mana, c'est extrêmement cher, mais surtout qui nous permet de renvoyer tous les permanents légendaires de votre cimetière sur le champ de bataille. C'est extrêmement intéressant en fait, puisque on se retrouve dans une situation qui peut être désastreuse un petit peu, hein, voilà, hop, malheureusement on a toutes nos créatures au cimetière, voilà, bon, ok, j'ai rejoué Esika, et derrière je vais pouvoir rejouer cette carte-là qui nous permettent de récupérer tout notre cimetière. Il y a un jeu meule en face qui joue, qui veut vous meuler, essayer de vous meuler à mort, écoutez,
La renaissance, elle est là justement pour récupérer toutes ces cartes qui vous a meulé et qui étaient éventuellement des pièces de combo. Donc vraiment très intéressant, très important dans le deck. On va finir avec la catégorie rampe. Alors bon, voilà, je sais c'est pas forcément une très grosse catégorie, et en dehors des rampes classiques, je vais vous parler ici de quelques cartes qui sont vraiment très bien dans ce deck. Alors, on va commencer avec deux cartes très classiques, je l'avoue. On a le Birds of Paradise, ou l'Oiseau de Paradis, et Bloom Tender, la marraine des floraisons. Alors bon, Oiseau de Paradis, je ne le présente plus, c'est un oiseau pour un vert, donc du coup ça correspond à la couleur de notre commandant, et surtout il fait n'importe quelle couleur derrière, donc ça veut dire qu'éventuellement on peut se retrouver avec une Esika tour 2, donc c'est plutôt pas mal, et faire en sorte du coup d'accélérer notre plan de jeu. Donc très bien, un Dork T1 qui fait n'importe quelle couleur, c'est toujours parfait. Bloom Tender, la marraine des floraisons, elle va faire autant de couleurs que les couleurs présentes parmi les permanents. Ce qui est très intéressant, puisque on a tendance à jouer un deck 5 couleurs, il paraît ici. Alors il y a 3 de ces couleurs qui ressortent très souvent, mais c'est largement suffisant, on peut se retrouver avec un Dork en fait qui nous fait 3 mana. Alors voilà, c'est vraiment génial. Et les 3 dernières cartes sont des cartes légendaires qui sont chacune hors du commun dans leur catégorie. Kinnan, Selvala, Heart of the Wilds, la version numéro 2, et Nilea, la version numéro 2, également celle de Teros par-delà la mort. Alors Kinnan, vous le savez, c'est fort, quand on a des créatures qui créent du mana, évidemment c'est très fort. Le problème avec Kinnan, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là plutôt que dans une catégorie, la catégorie win en fait du deck, c'est que sa capacité activée va nous permettre de poser un non-humain sur le champ de bataille. Mais je sais pas si vous avez calculé depuis tout à l'heure, mais il y a énormément d'humains dans ce deck. Alors donc, ça limite un petit peu les possibilités de play. Mais ça reste aussi un bon mana sink et une bonne façon, éventuellement, dans le pire des cas, d'utiliser le mana que vous avez en trop. Et voilà, si jamais vous n'avez pas les meilleurs combos, au moins vous avez Kinnan, pourquoi pas, remplacer un petit peu ces combos-là qui sont plus puissantes. Selvala, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien lu Selvala, ou qui ne se sont pas rendus compte du potentiel, surtout dans un deck 5 couleurs, généralement parce qu'elle peut pas être commandant, mais en fait Selvala, alors à part le fait qu'elle coûte exactement le même coût que Esika, elle a l'avantage de faire une combinaison de couleurs de n'importe quelle combinaison. Alors vous pouvez choisir les couleurs de mana que vous allez faire, et vous allez pouvoir choisir la quantité de chaque que vous allez créer. Avec Selvala, c'est extrêmement puissant, surtout que comme je vous l'ai dit, il y a des créatures qui peuvent devenir plus grosses dans le deck. Vous avez cet avantage avec Selvala de dire « Ok, je vais pouvoir faire beaucoup plus de mana ». Ce sera pas un simple Dork, c'est un Dork plus, qui nous permet de lancer à peu près tout ce qu'on veut et de fixer la mana dans le deck. Vraiment très intéressant, surtout quand on peut piocher en plus des cartes avec elle. Alors Nilea, elle est là parce que, évidemment, elle fait la réduction de coût, c'est toujours intéressant, vu qu'on a quand même 42 créatures dans le deck au total, et surtout elle a un filtrage dessus de la bibliothèque qui est très intéressant parce qu'elle ne s'engage pas pour le faire. Donc voilà, la carte peut finir au cimetière, la carte peut finir dans votre main, ou bien elle peut rester exactement là où elle est. Et comme on joue beaucoup de créatures, sa capacité se révèle très intéressante. Il y a 40% du deck qui peut être touché par sa capacité. Donc, waouh. Je vais refaire un petit topo global du deck. C'est un deck qui nécessite une bonne prise en main. Alors pour la mana base, je vous invite évidemment à aller la voir. J'ai mis la maxi patate, il y a juste les Troubilandes qui ne sont pas là. Il y a potentiellement quelques ajustements encore à faire, ça c'est les tests qui vont... Voilà, j'ai fait beaucoup de tests, mais il m'en faudrait peut-être encore quelques-uns pour voir si la mana base est tout à fait comme il faut. Parce qu'il nous faut quand même beaucoup de cartes qui vont nous permettre d'avoir chaque couleur de mana. Du côté de la main de départ idéale dans ce deck, en fait, je me suis rendu compte assez vite de comment ça allait fonctionner. Il faut absolument qu'on puisse lancer Esika au tour 3 au maximum. Parce que, à partir du moment où elle touche le champ de bataille, elle accélère énormément le plan de jeu. Pour ça aussi, il faut que vous ayez au moins un drop 0, 1 ou 2 en créature légendaire à côté, pour faire en sorte, tout simplement qu'on ait du mana disponible pour le tour 4 quand Esika aura touché le champ de bataille. Hop, tour suivant, on a au moins 2 mana de plus, donc on a gagné beaucoup de mana là-dessus. Et on peut faire des plays plus gros, et on peut impacter le board plus rapidement. Derrière, du coup, si on veut jouer Esika tour 3, il faut absolument qu'on ait au moins 2 sources qui peuvent produire du vert, généralement les terrains, qui peuvent produire du vert dans la main. Je ne conseille pas de partir avec une main à moins de 3 terrains, parce que sinon, vous allez vous retrouver vite dans la mouise. Parce que si vous avez moins de 3 terrains, vous n'êtes pas sûr de toucher le troisième, et si par exemple c'était un oiseau de paradis que vous avez dans la main en vous disant « c'est cool, je suis assuré de pouvoir jouer Esika T2 », malheureusement, s'il meurt d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas vous en remettre, voilà.
Donc bon, évidemment l'oiseau c'est pas mal, hein. Il y a peu de gens qui géreront un oiseau, mais ça peut arriver quand même. Donc voilà. On n'utilise absolument pas le pont prismatique, parce que malheureusement dans ce deck, vous l'avez vu, il y a un certain équilibre. Le but c'est qu'on ait pas mal de petites créatures légendaires qui ont des effets sympas, des créatures qui sont utilitaires aussi, qui peuvent être un petit peu plus grosses, et des créatures qui ont un énorme impact et qui sont un petit peu plus chères. Et le souci, c'est que vous pouvez très bien tomber sur la majorité de ces créatures qui sont en fait des petites créatures avec peu d'impact. Donc le pont prismatique n'est vraiment pas une bonne solution. Je sais pas dans quel genre de cas vous voudriez le jouer absolument à la place d'Essica, puisqueEssica va nous permettre juste de faire énormément de mana. Avoir un moteur à pioche est toujours intéressant, avoir un tuto c'est toujours intéressant en main de départ. C'est quelque chose, alors voilà, la main parfaite, voilà, c'est 3 terrains, dont 2 qui font du vert, une créature légendaire qui coûte 2 ou moins, et ensuite derrière ça peut être tuto, protection, voilà, pas besoin de plus que ça. Voilà. Donc vous savez, je vous laisse ce deck entre vos mains, maintenant que vous êtes au courant. C'est un deck qui demande un petit peu de maîtrise et qui demande de bien savoir ce qui est dans le deck en fait pour fonctionner. Si jamais vous avez des améliorations à proposer, des idées, etc., n'hésitez pas, mais j'ai envie de vous avertir aussi, moi et l'équipe de la tour, on a énormément planché sur le deck, on a vraiment réfléchi à fond, essayé de chercher des possibilités, et on est arrivé à ça. Après derrière, est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire ? Peut-être, mais on a vraiment réfléchi à beaucoup de choses, on a essayé d'inclure beaucoup de cartes, on a regardé ce que ça passait ou pas, donc vraiment, il y a peut-être des choses qui peuvent changer, mais je suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin, à moins que vous ayez d'autres idées en plus, à moins que vous vouliez mettre les vrais bilans dans le deck, ça, libre à vous de le faire si vous le souhaitez, mais voilà. J'espère que ce deck tech vous a plu, en tout cas nous ça a été un plaisir de le monter finalement, j'avais des doutes avant de le commencer, et je me suis dit, bon bah voilà, on est parti en mode combo, et finalement j'ai adoré. Et j'aime bien le jouer, je pense que c'est un des decks que je vais garder pendant un bon moment. Puis bah, il me reste plus que à vous dire, bah à la prochaine et salut à tous, bye bye.